Tu utilises Orca Slicer pour tes impressions 3D, mais est-ce que tu l'utilises vraiment bien? Je veux dire, à son plein potentiel. Car oui, ce slicer, c'est aujourd'hui un des plus puissants du marché pour un utilisateur avancé. C'est pourquoi aujourd'hui, on va te donner 10 conseils et astuces sur Orca Slicer pour enfin devenir un vrai pro de l'impression 3D. Disons que cette vidéo, c'est un peu la suite de notre tutoriel justement sur Orca Slicer. Et comme toujours, si tu veux soutenir la nouvelle école et notre projet, tu peux faire deux choses. 1. Commenter, t'abonner, partager, ça nous aide énormément. Et 2. On propose des formations reconnues, certifiantes et finançables à l'impression 3D, la modélisation, le fraisage, la gravure laser, au pilotage de drone, bref, à tout un tas de nouvelles technologies. C'est vraiment des super formations qui sont réalisées par des passionnés, experts à chaque fois dans leur domaine. Et visiblement, ça plaît énormément parce que nos anciens élèves nous ont noté 5 étoiles sur Google. Donc allez faire un tour sur notre site ou appelez-nous, vous verrez, vous allez adorer. Et comme pour le dernier tutoriel, c'est Paul qui nous le réalise avec amour. Allez, c'est parti. Normalement, lorsque vous allez imprimer, vous allez sans doute être amené à imprimer certains types de filaments qui vont vous demander de toucher un peu au preset de ces filaments sur Orca. Donc pour ça, rien de plus simple. Directement, lorsque vous préparez vos pièces, ici sur la gauche, vous retrouvez le type de filament que vous êtes en train d'utiliser et surtout les presets donc, qui vont être appliqués au découpage. Ici, par exemple, je suis sur un preset, donc un générique PLA. C'est voilà, le preset de base de Orca Slicer pour le PLA. J'en ai plusieurs directement qui sont proposés. Et si jamais vous avez besoin de créer, pour une raison particulière, votre propre preset, vous pouvez. Ici, vous venez en fait cliquer sur cette petite icône tout à droite et ça va vous ouvrir les réglages du filament. Donc là, vous allez vraiment avoir accès à tout ce qui va être température d'impression, température du plateau, etc. pour le filament que vous allez utiliser. Donc là, par défaut, moi, je suis sur les paramétrages standards. Ici, donc on retrouve le type de filament, son diamètre, donc ça, ce qui est standardisé sur la plupart des machines. La température de vitrification, température plateau, température de buse, donc d'impression. Voilà, pareil, là, après, vous avez, c'est découpé à chaque fois pour la couche initiale et pour les autres couches. Vous retrouvez également tout ce qui est paramètres donc de refroidissement, mise en place des ventilateurs, est-ce qu'ils sont désactivés pour une certaine couche, en général donc pour la première, pour éviter le décollement. Vous retrouvez aussi tout ce qui va être dans forçage des réglages, les paramètres de rétraction, donc qui vont permettre de régler tout ce qui va être cheveux d'ange. Et si jamais vous avez besoin, donc vous pouvez changer toutes ces valeurs. Vous pouvez également en afficher d'autres en venant ici cocher la petite case avancée, ce qui vous donner accès à plus de paramètres encore. Et pour les sauvegarder, vous pouvez juste cliquer ici sur la petite disquette et donner un nom spécifique donc à votre paramétrage. C'est une façon surtout ça après de s'y retrouver parmi tous vos paramétrages, mais ça le sauvegarde et surtout comme ça vous pourrez le retrouver lorsque vous referez un découpage à l'avenir et ça vous permettra donc de ne pas avoir à changer à chaque fois toutes ces valeurs là. Les paramétrages donc vont s'enregistrer ici après sous le nom des pré-réglages utilisateurs et vous pourrez donc comme ça y avoir accès depuis ce menu ici. N'hésitez vraiment pas à vous en faire plusieurs en fonction donc des types de filaments et surtout par exemple des saisons, température d'impression dans la pièce, etc. qui peut varier donc et sur certains types de filaments on peut créer certaines variations. Deuxième chose qui peut être assez pratique, c'est la hauteur de couche variable. Sur vos pièces, c'est possible que vous ayez besoin d'avoir un peu plus de solidité à seulement certains endroits, ou alors que vous ayez certaines zones sur vos modèles qui nécessitent pas forcément d'avoir trop de détails, donc sur lesquels vous pouvez vous permettre d'avoir des couches par exemple plus épaisses, et certaines parties plus fines où là vous allez devoir baisser donc la hauteur de couche, donc l'épaisseur en fait des lignes qui viennent se poser ici que votre buse vient poser sur vos modèles ou sur votre plateau. Pour régler ça, alors vous avez bien évidemment donc les presets ici à gauche de hauteur de couche, donc qui sont vraiment pour toute votre pièce, ou toutes les pièces sur votre plateau, suivant si vous êtes en global ou en objet. Et vous pouvez également donc avoir les hauteurs de couche variables. C'est ici en haut, c'est cette icône là. Et donc quand vous sélectionnez une pièce et que vous cliquez sur cette icône, donc là vous voyez sur la droite, vous avez quelque chose comme ça qui apparaît. Et en fait ça, c'est votre hauteur de couche. Là vous voyez par exemple si je laisse la souris dessus, on voit que c'est 0,2. Donc ça correspond bien à la hauteur de couche que je retrouve ici. Et ça en fait, je peux venir donc le modifier.
Alors là, vous voyez, quand je passe la souris, ici, ça apparaît en jaune de ce côté-là, et ça apparaît en jaune également sur ma pièce. Ça montre en fait l'endroit où je suis sur mon modèle. Imaginons que je veux que cette partie-là ici soit plus fine, et qu'après le reste soit à 0,2. Donc je vais venir tout en bas, ici directement. Et vous voyez, si je clique avec le clic gauche, ici en bas, donc ça passe en vert après sur ma pièce, et ça baisse ma hauteur de couche. Là par exemple, tout en bas, je suis passé à 0,08, donc ce qui est le minimum de ma machine. Et après, je peux comme ça donc remonter hop, et marquer ici, voilà, tout le bas de ma pièce, donc jusqu'à peu près là, voilà. Tout ça, donc ça va être à 0,08, donc au minimum des hauteurs de couche que peut imprimer ma machine. Et tout le reste, après, va repasser à 0,2 progressivement. Et donc là, après, je me retrouve avec tout le reste, avec des couches plus épaisses, parce que ça nécessite peut-être moins de détails. Ça, donc une fois que vous recliquez après sur l'outil, ça disparaît, mais la machine le garde en mémoire. Donc lorsque vous allez faire un découpage, par exemple si j'en simule un ici, on voit bien que mes couches donc sont beaucoup plus fines ici en bas, et après redeviennent plus épaisses. Et donc en fait on passe vraiment d'une hauteur de couche à l'autre. Ça se fait pas d'un coup, hein, ça se fait quand même un tout petit peu en progressif ici. Et donc ça vous permet vraiment d'ajouter donc soit plus de détails, soit plus de solidité sur vraiment une partie de la pièce, et pas sur l'ensemble du modèle. Ça permet surtout de gagner du temps, donc comme ça en mettant vraiment des couches plus fines ou plus épaisses à certains endroits spécifiques. Lorsque vous allez découper vos pièces, à chaque changement de couche, la buse va devoir repartir d'un endroit pour recommencer l'impression. Cet endroit, c'est possible que, vous allez voir, la buse bave un petit peu et ça fasse une sorte de marque en fait sur votre modèle. Par défaut, l'imprimante va toujours essayer, enfin surtout au découpage, du coup le slicer, va toujours essayer de caler cette reprise dans des endroits qui ne vont pas trop se voir, c'est-à-dire sur des angles par exemple, ou dans des endroits à l'intérieur de la pièce. Malheureusement, ça arrive que parfois cette logique ne marche pas trop et que ça soit sur une face assez visible. Alors ça arrive plus sur les figurines par exemple, où voilà, vous allez vous retrouver avec des sortes de coutures en plein milieu d'une zone qui doit être normalement lisse ou propre. Et ça, vous pouvez le changer à la main. C'est-à-dire que vous avez deux options. Déjà la première ici, à gauche, donc dans les paramètres d'impression, directement sur la position de la couture, venir changer sa position, qui par défaut est en aligné, donc c'est-à-dire qu'il va essayer d'aligner toutes les reprises, de façon à créer vraiment une seule couture. Vous pouvez, si vous voulez, le passer en aléatoire. Ça va permettre de faire une reprise un peu de manière aléatoire sur le modèle, donc pas toujours au même endroit. Ça masque un peu cet effet de couture, mais c'est pas le top encore. Le mieux, ça reste vraiment de sélectionner votre modèle et de venir directement, vous-même, à la main, choisir où vous allez mettre la couture. Avec cet outil ici, qui est la peinture de couture. Lorsque vous cliquez dessus, donc voilà, votre pièce se retrouve isolée. Vous pouvez choisir donc la forme du pinceau que vous allez utiliser. Alors par défaut, moi, je vous conseille de rester en cercle, hein, ça vous permet vraiment de venir dessiner comme ça sur votre pièce, grâce à l'espèce de cercle en pointillé qu'il y a autour de ma souris. Choisir la taille du pinceau que vous voulez. Donc là, pareil, choisissez pas forcément quelque chose de trop épais. Hein, le but, c'est vraiment d'être assez précis. La vue en coupe, si jamais vous avez besoin de voir à travers votre modèle, donc de couper votre modèle. Et la fonction verticale, si jamais vous voulez tracer une ligne vraiment bien droite. Donc là, par défaut, alors je n'ai pas coché l'option verticale, donc je vais devoir le faire à la main. Donc ça veut dire vraiment que je peux aller un peu dans tous les sens que je veux. Et ici, si je viens faire un clic gauche, donc ça va peindre en vert. Voilà. Et là, c'est vraiment une ligne en fait où là, il va y avoir toutes les reprises. Donc c'est là où toutes les coutures vont se faire. Si jamais je le fais avec le clic droit, là ça me fait une ligne rouge. Et cette fois-ci, du coup, ça va être là où je ne veux surtout pas la couture. Vous n'êtes pas obligé de peindre tout le modèle en rouge, hein, bien évidemment. L'idée, c'est vraiment surtout de venir sélectionner. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais cocher vertical. Et de venir sélectionner, par exemple, voilà des angles ici, comme vous avez juste là. De façon vraiment à ce que ça soit assez cantonné dans un endroit peu visible. Et ça a tendance à moins se voir quand ça bave sur des angles comme ça. Alors d'ailleurs, le trait que j'ai fait n'est pas top. Peut-être le refaire de ce point de vue là. Voilà. Et donc là par exemple si je fais un découpage, on va voir mais la couture, voilà, qui est en blanc ici, est bien dans le coin que j'ai spécifié. Alors forcément après il m'en fait à d'autres endroits, vu que du coup il est obligé, surtout par exemple de ce côté là, vu que du coup les deux côtés sont plus reliés, il va être obligé de refaire des coutures à ce niveau là.
Et là pareil, il me l'a mis naturellement dans un angle. Par défaut, les coutures sont quand même assez masquées de base, mais c'est surtout sur des pièces plus organiques ou plus de décoration, où là il y a peut-être besoin de venir revoir tout ça et de venir corriger un peu la position des coutures. De la même façon que l'on peut placer les coutures et choisir exactement où c'est qu'elles vont aller, vous pouvez faire la même chose pour les supports sur vos modèles. Par défaut, lorsque vous activez les supports, vous êtes automatiquement en automatique justement, donc soit en normaux, soit en arborescent, mais vous avez aussi les modes manuels. Les modes manuels, en fait, c'est, par exemple si je prends un arborescent en manuel, c'est si vous venez faire de la peinture de support qui est juste ici. Alors ça se présente exactement comme la peinture de couture. Donc en fait c'est, voilà, vous choisissez quel type d'outil vous voulez utiliser. Donc pareil, le pinceau, la sphère, le pot de peinture, donc pour remplir toutes les zones qui vont être marquées. Ça c'est uniquement si par exemple vous activez les surplombs ici. Donc en fait c'est l'angle à partir duquel il va considérer qu'il faut placer les supports qui vont venir s'afficher donc sur votre pièce. Alors pour que ce soit plus simple, ici je vais venir juste retourner ma pièce. Donc je vais la poser par exemple sur cette face là, voilà ici, et je vais venir directement remettre la peinture de support. Donc là vous voyez que si j'active sur les surplombs uniquement et qu'après je viens jouer donc avec l'angle ici de surplomb, j'ai certaines zones qui apparaissent en rouge. En fait, c'est les zones que lui détecte qui vont être dans le vide. Et donc, je vais pouvoir venir juste remplir directement avec le pot de peinture. Comme pour la peinture de couture, un clic gauche, ça remplit. Un clic droit, ça masque. Donc, en fait, ça marque en rouge. Ici, vous pouvez aussi y aller donc directement au pinceau. Alors là, vu que j'ai sur les surplombs uniquement de cocher, il va me cantonner à ces zones en rouge qu'il a marquées. Par exemple, vous voyez que je ne peux pas déborder. Par contre, si je le décoche, là, je peux peindre absolument partout. Vous retrouvez, comme pour la peinture de couture, la vue en coupe également, la taille du crayon pour venir peindre, donc directement. Et ensuite, partout où vous avez mis de la peinture verte, ça va donc ajouter des supports, et partout où vous avez mis de la peinture rouge, ça ne va pas en mettre. Ou alors là où vous n'avez rien mis, tout simplement, vous n'êtes pas obligé de peindre pareil tout le modèle en rouge. Ici, donc je vais repasser par exemple sur le pot de peinture, je vais effacer déjà ce que j'ai fait. Je vais cocher sur les surplombs uniquement, et je vais venir en mettre ici, ici, ici et là. Voilà, je vais juste en mettre à ces 3-4 endroits là. Et ensuite, si je fais donc un découpage, il me met des supports, voilà, que aux endroits où je suis venu peindre. Et les autres, il les laisse libres. Donc c'est pour ça. La peinture de support, ça vous permet vraiment de venir optimiser le placement des supports. Par contre, faites bien attention à ne pas oublier certaines zones qui doivent être supportées, parce que du coup, lui ne va pas en placer automatiquement. Si jamais vous vous retrouvez avec deux pièces que vous souhaitez imprimer sur le même plateau, donc en même temps, mais que par contre ces deux pièces n'auront pas les mêmes paramétrages, c'est-à-dire par exemple ça peut être des hauteurs de couche, ça peut être aussi des paramétrages de densité de remplissage, de solidité, vous pouvez paramétrer différemment chacune des deux pièces. Pour ça, extrêmement simple, lorsque vous êtes là, au lieu de faire le paramétrage directement ici, en global, il suffit juste de passer en objet. Là, vous retrouvez donc sur la plaque 1, alors vous aurez plus de plaques si jamais vous avez plusieurs plateaux, vos objets listés directement, éventuellement ceux qui sont hors plaque, alors moi là ici j'ai rien puisque je n'ai rien en dehors du plateau. Vous retrouvez donc vos deux objets et surtout en dessous les paramètres donc d'impression de ces objets. Donc c'est les mêmes paramétrages que vous retrouvez donc sur le paramétrage global, et vous pouvez donc pour chacun des objets attribuer des paramétrages différents, donc par exemple une hauteur de couche différente, des densités ou des motifs de remplissage différents aussi, si jamais vous avez besoin d'une solidité un peu spéciale pour un des objets ou plusieurs objets, des paramètres de support que vous pouvez activer donc pareil pour un objet mais pas pour l'autre par exemple, ou après tout ce qui est mode spécifique, etc. Tout ça, donc du moment que vous restez en objet, si après vous lancez le découpage, ça va s'afficher correctement, vous le verrez à la prévisualisation. Donc là par exemple, si pour cet objet-ci, je reste à 15% en quadrillage, et que sur l'autre, je passe on va dire en nid d'abeille par exemple, à 60%, et que je lance un découpage, voilà. Donc si je regarde à l'intérieur de mes objets, voilà. Donc ici, on voit bien que là, j'ai un quadrillage à 15%, donc quelque chose quand même d'assez faible. Et ici, par contre, j'ai un remplissage qui est assez dense, à 60% en nid d'abeille.
Si jamais vous rebasculez ensuite en mode objet par contre, en mode global pardon, donc là ça vous rebascule après sur des paramètres qui sont pour tout le plateau et qui s'appliquent à tous les objets. Je coupe la vidéo ici pour vous rappeler que c'est super important de liker, commenter et partager cette vidéo. Ça nous encourage vraiment dans notre boulot et surtout ça montre à YouTube qu'on fait du contenu de qualité. Donc vraiment, je compte sur vous. Allez, on reprend avec Paul. Si jamais, lors de vos impressions, vous voyez que vous avez beaucoup de problèmes de qualité et notamment que vous avez pas mal de cheveux d'ange qui se mettent sur vos pièces, alors ça veut dire que vous avez un problème de rétraction au niveau de votre filament et de votre buse. C'est quelque chose qui se règle assez facilement. Il vous suffit pour ça de venir directement là, dans les paramètres de votre filament, donc à gauche, et d'ouvrir les paramètres du pré-réglage. Ici, alors je vous conseille de basculer en mode avancé, et de passer directement sur l'onglet forçage des réglages. Là, vous retrouvez tout ce qui est option ici de rétraction. La rétraction, ça va être en fait le fait que votre buse va ravaler un petit peu de filament lorsqu'elle va se déplacer sans imprimer, afin de créer un effet de vide et d'éviter de baver sur votre pièce. C'est ça donc qui crée en fait, c'est cette bavure qui crée les cheveux d'ange et qui fait donc comme si votre pièce était recouverte de toile d'araignée. Donc pour ça, alors déjà vous pouvez activer la longueur de rétraction, donc ça va être la longueur que votre buse va ravaler lorsqu'elle imprime, enfin lorsqu'elle se déplace sans imprimer. Donc là par défaut, vous retrouvez avec une valeur sur laquelle vous pouvez venir jouer, augmenter ou diminuer, suivant si vous voyez que vous continuez à avoir des cheveux d'ange ou au contraire que vous commencez à avoir des manquements de matière. Donc par exemple des trous dans votre impression, signe que la buse ravale un peu trop de filament et que lorsqu'elle recommence à imprimer, il peut y en manquer un petit peu au début. Ensuite, vous pouvez aussi activer le décalage en Z lors de la rétraction. Ça, c'est un mouvement que va faire votre buse. C'est en fait un décalage vers le haut, tout simplement, pour essayer de venir couper le filament, en fait, et avant de se déplacer, donc histoire de ne pas rester collé, donc là où elle a fini d'imprimer, juste avant de son déplacement. Ensuite, vous pouvez également, si vous voulez, venir ajouter une longueur supplémentaire. Ça, c'est surtout donc à la reprise de l'impression, lorsque la buse revient après son déplacement. Et en fait, ça, c'est si vous avez des manquements de matière à répétition. En fait, ça va permettre donc de renvoyer un petit peu de filament en plus pour éviter justement de créer des trous dans votre modèle, d'éviter ces manquements de matière. Vous pouvez également ici venir activer la rétraction lors du changement de couche. En fait, c'est lorsque votre buse va juste changer de couche et va recommencer à imprimer, elle va faire naturellement une rétraction. Déjà, rien qu'avec donc ces quelques paramètres, normalement vous devriez moins avoir de cheveux d'ange. N'hésitez pas à venir jouer sur les valeurs. Allez pas trop fort, hein, vraiment, allez-y tranquillement, mais juste pour voir donc ce que ça change et est-ce que vous avez des paramètres qui vont être un peu mieux ou un peu moins bien en fonction du type de filament que vous imprimez. Pareil, pour que ça soit sauvegardé, n'oubliez pas de venir cliquer ici sur la petite disquette. Vous pouvez vous créer un preset donc personnalisé et voilà, juste pour ces problèmes de rétraction. Si jamais vous avez beaucoup de problèmes de décollement au niveau de votre plateau, donc des problèmes de warping, il y a plusieurs solutions que vous pouvez mettre en place déjà depuis le slicer. La première, c'est de venir déjà ici dans le menu autre de vos paramètres d'impression. Là, vous retrouvez la jupe et la bordure. Alors la jupe, c'est... on va faire un découpage, ce sera plus simple. Voilà, c'est ça, c'est cette espèce de ligne verte que vous avez ici autour de vos modèles, qui va en fait, c'est la première chose qui s'imprime, et va protéger la première couche de tout ce qui est courant d'air, ventilation, etc. Même si la ventilation est désactivée normalement pour les premières couches, c'est censé la protéger un petit peu, éviter donc déjà cet effet de warping. Alors ça fonctionne plus ou moins bien suivant les types de filaments. Vous pouvez notamment venir augmenter un petit peu la hauteur de la jupe si vous jugez ça nécessaire, ou augmenter le nombre de boucles donc pour la rendre plus épaisse. Moi ce que je vous conseille c'est surtout de venir ajouter une bordure. Là par défaut sur Orca les bordures sont en automatique, là par moi il m'en a pas mis ici. Je vous conseille de venir l'activer. Alors vous avez plusieurs types de bordures, voilà, sur les angles par exemple, extérieur, intérieur et intérieur, ou sans bordure tout court. Alors une bordure extérieure, c'est une bordure qui va être vraiment que sur l'extérieur donc de mon modèle, et l'intérieur ça va être par exemple ici, dans ces petits trous, ajouter une bordure là. Souvent le décollement ça arrive plutôt sur les extérieurs du modèle, donc par défaut je vous conseille surtout de mettre une bordure extérieure. Après si vous voyez que sur des pièces un peu techniques ou quoi, vous avez quand même du décollement intérieur, vous pouvez mettre les deux. Ici, donc moi bon, je vais mettre juste une bordure extérieure. Vous pouvez choisir la largeur de la bordure. Donc par défaut, on met entre 3 et 5 mm. Après c'est quelque chose que vous pouvez venir augmenter, hein, bien sûr. Surtout si votre pièce par exemple est assez haute et a un point de contact avec le plateau relativement faible. Donc ça permet aussi de la stabiliser.
et d'éviter le warping. Donc là, je vais mettre 5 mm. Et l'écart bord-objet, donc en fait c'est l'écart que va laisser la buse entre la bordure et le modèle, pour éviter que les deux se fusionnent complètement. Par défaut on est sur du 0,1 mm. Là pareil, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer, suivant si vous voyez que vous continuez à avoir des problèmes de warping même avec la bordure, et surtout que la bordure a du mal à accrocher par exemple au modèle, c'est-à-dire que vous avez un écart qui est trop grand, ou alors que si votre bordure donc fusionne avec votre modèle, que vous avez du mal à la décoller ensuite ou à la découper, là vous pouvez venir augmenter un petit peu, c'est-à-dire que la bordure est beaucoup trop collée à votre modèle. Donc une fois que vous avez validé ça, vous pouvez pareil refaire un découpage. Là on va voir donc la bordure apparaître. Voilà, donc elle est ici en bleu autour de mon objet. Donc là on voit bien d'ailleurs l'espacement qui est laissé entre la bordure et mon objet. Après, naturellement, vu que le filament, une fois qu'il est posé, va se tasser un petit peu, les deux vont se fusionner. Mais le fait qu'ils ne soient pas collés de base va permettre qu'ils vont être faciles à enlever, à séparer l'un de l'autre. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir ici dans l'onglet solidité, dans les coques ici. Donc en fait, c'est les surfaces horizontales. Donc là, vous avez les surfaces supérieures, donc c'est celles qu'on voit ici. Mais nous, celles qui nous intéressent, c'est les surfaces inférieures, celles qui sont en dessous, donc ici. Et par défaut, donc on est en monotone, donc c'est-à-dire que notre buse fait des allers-retours. On le voit bien là ici avec le cheminement que notre buse va faire. Et je vous conseille de le passer en concentrique. Sur la plupart des modèles, le fait de ne pas faire d'aller-retour comme ça d'une paroi à une autre, et vraiment de venir de l'extérieur vers l'intérieur, ça évite justement d'arracher les parois, ça évite le warping. Donc là pareil, on peut refaire un découpage. Voilà. Donc là vous voyez qu'en fait mon mouvement d'un coup il n'est plus donc en aller-retour, il suit vraiment mes parois. Donc ça c'est pareil, c'est une petite astuce, ça évite un petit peu le warping. Et sinon, en désespoir de cause, alors soit venir jouer sur les températures plateau qui sont peut-être pas bonnes, mais sinon rajouter aussi un adhésif directement sur le plateau. De la colle, de la laque, du scotch directement. Voilà, ce que vous avez, ce que vous jugez mieux. Personnellement, moi j'utilise de la colle en stick, ça fonctionne très bien. Après, c'est pareil, ça c'est surtout sur des pièces un peu spécifiques. Il y a des pièces qui vont avoir besoin déjà d'un adhésif sur le plateau, notamment donc celles par exemple qui vont être très hautes ou assez importantes, mais avec une surface de contact avec le plateau assez fine. Là, vous pouvez vous le permettre directement, même si vous n'avez pas forcément de problème de warping habituellement, de venir ajouter un adhésif, au moins pour stabiliser la pièce. Si jamais vous avez travaillé sur une pièce et que vous avez besoin par exemple d'une symétrie de votre pièce, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par un logiciel 3D, tout peut se faire directement depuis le slicer. Alors par exemple, ici, donc j'ai mes deux pièces, si jamais je veux avoir les mêmes symétries, donc je peux rester sur Orca, sélectionner mes pièces, comme ça, et directement en faisant un clic droit dessus, vous avez des options de symétrie qui sont ici. Vous pouvez choisir après l'axe, donc le long duquel vous souhaitez faire la symétrie. Donc là par exemple le long de l'axe X, donc qui est symbolisé ici en rouge, le long de l'axe Y en vert et le long de l'axe Z en bleu. Si jamais vous ne vous souvenez pas exactement quel axe correspond à quelle couleur, vous l'avez ici en bas à gauche. Ils sont au bout de chaque flèche, vous retrouvez les lettres correspondantes à chaque couleur. Ici par exemple si je fais une symétrie sur l'axe X, je me retrouve donc avec une pièce, voilà, comme ceci. Qui m'a fait une symétrie donc par rapport à l'axe X, donc comme si on avait plié le plateau dans ce sens-là. Donc si jamais je souhaitais garder ma pièce d'origine, il aurait fallu tout simplement que je fasse une duplication de cette pièce. Donc là vous pouvez utiliser directement le CTRL-C, CTRL-V, ça fonctionne. Et ensuite faire ma symétrie donc sur ma nouvelle pièce. Au niveau de ces options du clic droit, vous retrouvez pas mal d'autres fonctions. Donc alors outre les options donc pour centrer, pour copier-coller, etc. Vous avez aussi tout ce qui va vous permettre d'ajouter par exemple donc des bloqueurs de support. Si jamais vous placez les supports en automatique et qu'à certains endroits vous n'en voulez pas, vous pouvez bloquer donc les supports grâce à des formes qui vous proposent ici. Vous pouvez générer des supports à certains endroits uniquement, donc avec pareil des formes génériques ici. Vous pouvez faire des booléens également, donc pareil, toujours à l'aide de formes simples, comme ça vous pouvez après les placer en négatif sur vos pièces. Et si jamais vous avez des problèmes donc sur le maillage de vos pièces, que par exemple ici ça vous affiche un message d'erreur comme quoi votre pièce n'est pas pleine ou quoi que ce soit, vous pouvez juste faire un clic droit
et réparer directement le modèle. Idem, vous avez ici en dessous le simplifier le modèle. Ça, c'est si votre modèle est un peu trop lourd à charger, un peu trop lourd à découper. Vous pouvez tout simplement simplifier. Ça va simplifier le maillage et le rendre donc plus lisible par le slicer, moins lourd à calculer. Si jamais vous souhaitez gagner un petit peu en rapidité d'impression, vous pouvez venir jouer aussi sur les vitesses d'impression. Donc ce qui va jouer majoritairement sur la rapidité de vos prints, c'est avant tout la hauteur de couche et la densité que vous allez mettre de remplissage. Mais si vous basculez sur les options avancées, vous avez également tout ce qui est vitesse. Là, donc par défaut, vous avez les presets de base. Ici, vous pouvez venir changer absolument toutes les parties de votre impression. C'est-à-dire que si jamais vous remarquez soit qu'il y a un problème sur une partie, par exemple que vous avez beaucoup de décollement au début, que la première couche qui est imprimée a du mal à adhérer au plateau, peut-être qu'elle s'imprime un petit peu rapidement et qu'il du coup il va falloir venir baisser les vitesses de la couche initiale. Pareil pour le remplissage de la couche initiale. Si jamais après vous souhaitez gagner plus de temps ensuite, une fois que ça imprime par exemple les parois ou le remplissage interne, vous pouvez toujours venir augmenter, alors soit les parois extérieures, donc ça va jouer surtout sur l'aspect de votre modèle, mais les parois intérieures, celles qui sont donc non visibles, ou même sur le remplissage. Si vous n'êtes pas forcément très regardant sur la solidité de votre modèle, vous pouvez venir augmenter ça, de façon à ce que ça s'imprime bien plus vite et que du coup vous gagnez quelques minutes ou quelques dizaines de minutes sur vos prints. Ici vous avez après les vitesses adaptatives, donc ça c'est pour les vitesses de surplomb. Alors ça en gros c'est en fonction de l'angle que prend votre pièce par rapport au plateau, la buse va adapter sa vitesse afin d'éviter de provoquer de l'effondrement sur votre modèle. Donc là pareil, vous avez plusieurs vitesses sur lesquelles vous pouvez venir jouer, les vitesses de déplacement donc de votre buse sans impression, les accélérations possibles, donc suivant pareil certaines parties ici, le jerk et après le lissage ici. Donc ce qu'il faut surtout toucher, ce que je vous conseille de regarder, c'est les vitesses des couches initiales et des autres couches. Les vitesses de surplomb, y touchez seulement si vous vous sentez, et après éventuellement le déplacement et les accélérations. N'oubliez pas, une fois que vous avez donc joué sur ces vitesses et que vous avez trouvé certains paramétrages qui fonctionnent pour donc votre imprimante et le type de filament que vous utilisez, de venir sauvegarder, si vous voulez, directement ici en cliquant sur la petite disquette, un preset personnalisé que vous pouvez donc appeler par exemple PLA rapide ou n'importe quoi, et qui va vous permettre donc de sauvegarder ces valeurs qui ont fonctionné sur votre print. Une fois que tout est correctement paramétré, je vous conseille d'apporter un soin tout particulier ici au découpage du plateau. Lorsque vous le faites et donc que vous passez en aperçu de votre impression, donc il vous montre en fait chaque couche qui va être faite avec tout le détail de votre impression que vous retrouvez ici et le G-code ici. Donc de bien regarder que vous n'ayez pas d'erreur de parcours déjà, donc de parcours de votre buse, ou d'erreur même tout simplement sur votre modèle, que vous n'ayez pas de couche manquante, que vous n'ayez aucun message d'erreur qui s'affiche ici en bas à droite. Pour ça, donc pareil, vous avez certaines options qui sont déjà activées par défaut, donc qui sont visibles. Donc on retrouve par exemple la jupe ici, que je peux décocher ou réafficher, qui masque cette partie-là. Les parois extérieures, pareil, les parois intérieures, etc., etc. Vous pouvez également regarder si vous l'avez activé là où votre buse va faire des rétractions, donc par défaut, et éventuellement les déplacements que va faire votre buse. Pareil, ça sert juste surtout à regarder qu'elle ne fasse pas de déplacement intempestif ou qu'elle ne se prenne pas tout simplement dans un objet. Vous pouvez également regarder aussi tout ce qui est essuyage, couture, etc. Et regarder que vous n'avez pas des valeurs un peu aberrantes pour certaines parties. Par exemple, une partie qui prendrait beaucoup trop de temps comparé à d'autres. Et si tout est OK, si tout vous semble bon, à ce moment-là, vous pouvez exporter. Et vraiment, n'hésitez pas à venir bien prendre le temps de regarder et de checker une dernière fois vos modèles avant de lancer à l'impression. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions ou des points sur lesquels on n'était pas très clair, n'hésitez pas à nous poser ces questions en commentaire. On essaiera de vous répondre le mieux possible. Et pour ceux qui souhaitent se perfectionner justement en impression 3D et en modélisation, je vous rappelle encore une fois qu'on propose des formations en individuel sur le sujet. Le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très vite.